Alors, vous étiez sur le terrain. On va parler du constat. Le constat que vous avez fait après cette observation. Tout à l'heure, j'ai lu quelques témoignages bon, voilà, qui font savoir qu'il n'y avait pas assez d'engouement. D'autres qui disent qu'il y a eu une fraude massive. On a utilisé, certains ont voté 5 fois, 10 fois, avec des cartes d'électeurs, des personnes parfois décédées, voilà, des bureaux de vote où certains membres du PCT, visiblement du PCT, parce que lorsqu'on parle de Faustin Lenga, c'est le président de comme ça qu'on appelle ça, la fédération PCT Wenze, si je me trompe. Voilà, donc les membres du Parti congolais du travail qui sont venus intervenir dans les bureaux, voilà, qui ont pris les bulletins. Bon, ça encore, on va chercher à vérifier, mais celui qui m'a envoyé ce témoignage, c'est quelqu'un qui a vécu ça, qui était membre, voilà, dans un bureau de vote. On y reviendra tout à l'heure. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Vous avez dit tout à l'heure un auditeur qui a exprimé sa colère, sa tristesse. Effectivement, le constat, c'est que l'élection présidentielle du 15 mars était autre chose qu'une élection crédible, vraiment. Et notre constat, c'est au fait le taux d'électeurs était très faible, les taux de votants, très très faible. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir qui porte sur l'analyse du scrutin des 12 et 15 mars 2026 avec la coalition citoyenne des deux Congos, la 2C2C. Mais avant de vous présenter mes invités, je tiens à vous lire les témoignages des citoyens congolais qui nous ont écrit au sujet de ce scrutin. Le tout premier témoignage dit ceci. Bonjour Monsieur Perrin, je vous écris avec une profonde colère et un immense sentiment de tristesse suite à ce que j'ai vécu le dimanche 15 mars 2026 lors du scrutin présidentiel. J'ai eu l'opportunité d'être membre d'un bureau de vote situé à Talangaï, plus précisément dans le quartier Mikalou à l'école Gaston Lenda. Au début de la journée, le vote était très timide cependant, après quelques laps de temps, quelques personnalités influentes sont venues voter, parmi lesquelles le maire actuel de Talangaï, Priva Ndeke. Vers 15 heures, heure locale de Brazzaville, un député du PCT nommé Faustin Elenga a fait irruption sur les lieux et a provoqué une interruption brutale du vote. Sur le site, il y avait 9 bureaux de vote. Ce député est entré dans chacun des bureaux de vote, a pris possession de tous les bulletins restants, une centaine bien sûr, de bulletins et les a fait cocher en faveur du candidat Sassou Nguesso du Parti congolais du travail avant de les introduire dans les urnes. Il a ensuite distribué une somme de 100 000 francs CFA à chaque bureau de vote, soit au total 900 000 francs CFA pour l'ensemble des 9 bureaux de vote présents dans ce site. Après son départ, il ne restait plus aucun bulletin disponible. Cela nous a contraints à fermer les salles et à mettre fin au vote. Ce qui m'a plus sidéré, c'est l'inaction, dirais-je, complice des forces de l'ordre présentes sur place. Depuis ce jour, je suis profondément bouleversé. Nous savons que le Parti congolais du travail a souvent fait recours à la fraude et à des manœuvres malhonnêtes, mais jamais je n'aurais imaginé être témoin d'une scène aussi scandaleuse et révoltante. Ce que j'ai vécu dépasse l'entendement. Je tenais absolument à partager cette information avec vous pour que vous en fassiez bon usage. Nous avons un deuxième témoignage aussi. Bonjour, Monsieur Perrin, je vous partage ces photos d'un bureau de vote situé au centre de santé intégré Madame Potignon à Chimbamba, Vachereau. J'ai les images évidemment qu'il m'a envoyées. Bon, j'aurai l'occasion de vous les présenter ou de vous les afficher. Ces clichés ont été pris le dimanche 15 mars 2026 à 14 heures et mettent en évidence le faible engouement des citoyens dans ce bureau de vote. Nous sommes restés 3 heures à la clinique car ma fille avait fait un malaise. Pendant ce temps,
Seules 2 personnes âgées sont venues voter. Par ailleurs, il était évident, en observant l'urne, que le nombre total des bulletins ne dépassait pas une cinquantaine. Je vous remercie de bien vouloir partager cette réalité avec les Congolais afin qu'ils soient informés de la situation. Nous avons enfin un troisième témoignage, bien sûr, avant de vous présenter mes invités, bien entendu. Bonjour, Monsieur Perrin. Je suis très déçu du comportement du Parti congolais du travail, même face au petit candidat des Frétins. Il a organisé une fraude à grande échelle. Des gens ont voté entre 5 et 8 fois en utilisant les cartes d'électeurs de personnes parfois décédées, distribuées par le Parti congolais du travail en échange d'une certaine somme d'argent. Pendant 48 heures, aucune communication ni accès à Internet n'était possible, tout cela dans le but de tricher. Je vous ferai parvenir les vidéos qui vous montreront la réalité. C'est scandaleux, mais malheureusement, il est trop tard. Bon, trop tard ici, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une manière de capituler pour dire, bon, comme ils ont triché, il faut les laisser faire? Bon, après, on va chercher à comprendre cela aussi avec nos invités. Le Congo l'avait déjà rejeté, supposément, Sassou Nguesso, en 1992. Nous souhaitons même qu'il soit enlevé comme Nicolas Maduro, le président du Venezuela. Mon Dieu. Alors, vous voyez que les Congolais en ont vraiment marre. Ainsi, tout ce gouvernement maudit se retrouverait en exil. Ne mentionnez pas mon nom, s'il vous plaît, Monsieur Perrin. Je crains qu'il ne me cherche pour me faire disparaître. Voilà. Non, rassurez-vous, chers téléspectateurs, comme vous nous écrivez, nous avons le devoir de protéger nos sources. On ne peut jamais divulguer nos sources. Voilà, alors, donc, sur ce plateau, comme je vous disais, avec moi, bien entendu, Maître Bertrand Meunier-Kounyonga et Jean-Pierre Claude Mbouloumbouloulou, tous deux membres de la coalition des deux Congos, la 2C2C. Bonjour, chers messieurs. Bonjour, bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous sur R7. Voilà, nous allons commencer par la présentation d'abord de votre coalition citoyenne. J'ai cité la 2C2C. Ensuite, nous comprendrons avec vous si les témoignages que je viens de lire reflètent évidemment la réalité que vous avez constatée sur le terrain. Donc, dans un premier temps, c'est de nous présenter de manière succincte, bien entendu, la coalition citoyenne des deux Congos, en sigle 2C2C. Et qui en sont les membres d'abord en RDC? Oui, ben, bien sûr. Du côté de la RDC, nous avons le Conseil provincial des ONG de développement de Kinshasa, que nous appelons le CRON Kinshasa en sigle. Nous avons l'ODEP, l'Observatoire de la dette publique. Nous avons l'AETA, qui est une plateforme qui contient plusieurs ONG à l'intérieur. AETA, c'est Agir pour les élections transparentes et apaisées. Nous avons le RECIC. Nous avons beaucoup d'autres associations, le CIPIN, nous avons le CEPROSOC, nous avons, en tout cas, il y en a beaucoup. Du côté du Congo-Brazzaville, nous avons l'Observatoire congolais des droits de l'homme qui est membre de cette coalition. Nous avons le Cercle de droits de l'homme et de développement. Nous avons le mouvement citoyen Ras-le-Bol qui est aussi membre de cette coalition. Nous avons ARPA-DDH qui est membre de cette coalition. Donc nous avons près de 5 organisations, mais la porte est restée ouverte parce que la coalition venait de commencer, en fait, venait d'être lancée. Et donc, s'il y a d'autres organisations qui vont estimer rejoindre cette coalition, la porte est grandement ouverte. Du côté de la RDC, Jean-Pierre pourra nous citer, lorsqu'il sera là, pourra nous citer les ONG, mais en tout cas, elles sont très nombreuses, les ONG et les organisations membres. Et dans ce cadre, nous avons décidé de les associer dans l'observation citoyenne que nous avons menée le 15 mars dans le cadre de l'élection présidentielle
qui s'est tenu à Brazzaville et à Point-Nobre sur toute l'étendue du territoire. Et donc, quelques membres des coalitions ou des membres de la RDC avaient fait la traversée du fleuve, qui nous ont accompagnés et pour faire l'observation citoyenne. Et dans ce cadre, c'est pour aussi renforcer la cohésion entre les deux peuples, parce que nous sommes en réalité un même peuple. C'est le cadre institutionnel décidé par la conférence de Berlin qui a fait que les pays soient divisés. Mais nous sommes le même peuple, nous sommes les mêmes pays. D'ailleurs, quand ils sont arrivés ici, nous parlons le lingala qui est parlé ici. Et donc, ils nous ont accompagnés. Ils ont pu identifier ou bien observer quelques défaillances du système électoral. Ils ont tiré des conséquences. Et de leur côté, quand ils sont repartis, certainement, ils feront des recommandations auprès de leurs autorités aussi pour améliorer chez eux. Mais il n'y avait pas que des choses négatives. Ils ont certainement vu aussi des choses positives parce qu'ils ont témoigné que les Congolais sont disciplinés, les Congolais sont respectueux des institutions et c'était quelque chose de positif qu'ils ont vu de l'autre côté. Et ils ont témoigné que nous irons aussi faire de la pédagogie de notre côté, des choses positives que nous avons vues du côté du Congo-Brazzaville. Voilà un peu succinctement présenté la coalition et les membres qui composent. Voilà, merci Maître Bertrand Meunier-Kounyanga de votre réponse. Venons-en donc au cadre juridique de cette élection avant de passer au constat que va nous faire d'ailleurs Jean-Pierre Claude Mouloumoulou tout à l'heure. Maître Bertrand Meunier-Kounyanga, le cadre juridique de cette élection présidentielle, que prévoit la loi? Bon, l'élection présidentielle est encadrée par plusieurs textes, notamment la Constitution. Et nous avons la loi électorale qui a subi plusieurs réformes depuis 2001. Aujourd'hui, nous sommes à la réforme de 2020. Ben, nous avons aussi la loi sur la liberté de communication qui fait partie aussi intégrante des textes qui encadrent les élections en République du Congo. Nous avons des décrets d'application de ces lois. Et puis, nous avons un certain nombre de textes qui encadrent la période électorale. Alors, le code électoral... Pardon, Maître Bertrand Meunier-Kounyanga, est-ce qu'on peut interpréter cette loi par rapport, évidemment, au processus électoral? Question d'analyser, évidemment, cette loi en fonction du processus électoral, c'est-à-dire les opérations préélectorales, le scrutin lui-même, donc pendant l'élection, en tant que tel, et certainement après le processus post-électoral. Quelle interprétation faire de cette loi et s'il y a eu des écarts, à quel niveau? Bien entendu qu'il y a eu des écarts dans l'application de la loi. Je prends un exemple. La loi électorale, à son article 25, prévoit que la période de campagne électorale est prévue pour 15 jours. En application de cette disposition, le ministre de l'Intérieur avait pris un décret d'application pour ouvrir la période de la campagne électorale. Il s'est trouvé que le corps électoral militaire et le corps civil est dissocié. Alors que cette disposition un peu plus loin précise que le vote militaire ne change en rien les 15 jours qui sont prévus pour la campagne électorale. Il s'est trouvé qu'en application de ce décret, ça amoindrit les jours des campagnes électorales. Donc, au lieu de 15 jours, les candidats n'ont eu que 12 jours parce qu'on avait suspendu la campagne le 13 pour aller au vote. Non, on avait suspendu le 11 pour aller au vote le 12. Et donc, pendant ces 2 jours, il n'y a pas eu campagne électorale. Alors que la loi est claire que le vote anticipé ne préjudicie en rien les 15 jours qui sont donnés pour la campagne électorale. Parce que le législateur, en prévoyant 15 jours, a bien imaginé l'étendue du territoire congolais, que les gens devaient sillonner sur 342 000 km², essayer de convaincre. Donc, il faut au minimum 15 jours. Or, le décret d'application qui a été pris est en violation de la loi électorale. Vous avez vu que le candidat de la majorité avait les moyens de faire la campagne. Il avait les hélicoptères, les moyens de l'État, il avait l'armée partout. Donc, il utilisait même les militaires qui sont affectés dans les départements pour renforcer la sécurité.
alors que les autres candidats que nous considérons comme des menus fréquents n'avaient pas de campagne et ils n'ont pas pu convaincre les Congolais sur toute l'étendue du territoire. Et donc, sur le point de vue légal, déjà, ce décret d'application a violé la loi électorale. Mais est-ce que, pardon, puisque vous dites Denis Sassou Nguesso, le candidat du PCT, a utilisé les moyens, les ressources de l'État congolais, est-ce que la loi ne frappe pas, il n'y a pas de conséquences par rapport à la loi lorsqu'on utilise les moyens de l'État? Bon, il y a des conséquences, notamment en utilisant les moyens de l'État, en utilisant aussi certains cadres de l'État, parce que la loi interdit aussi aux autorités de mener des campagnes. Alors que vous avez vu que certaines autorités étaient mêlées dans les campagnes, même les généraux. Et donc, de la même manière qu'on a utilisé les autorités publiques, de la même manière qu'on a utilisé les moyens de l'État, et les conséquences sont tirées par le juge constitutionnel au cas où l'affaire arrivait en contentieux devant le juge constitutionnel. Et c'est à lui de tirer les conséquences s'il faut annuler l'élection, mais ça dépendra de l'appréciation du juge constitutionnel. Mais en dehors de ça, il y a aussi des sanctions de droit commun, hein, des amendes qui sont prévues par la loi, aussi d'autres peines, notamment des peines d'emprisonnement pour certaines infractions ou pour certains délits en période électorale. Bah, il y a également cet autre aspect, je crois que vous l'avez constaté, c'est que Denis Sassou Nguesso a démarré sa campagne avant tout le monde, hein, un jour avant le lancement officiel, là encore je dis un jour, mais tout le monde sait qu'il a commencé sa campagne depuis presque 3 mois et il ne s'est pas arrêté jusqu'à voilà, à franchir après le jour du lancement officiel. Tout ça, on reviendra sur les conséquences que cela peut avoir. Il y a eu également voilà, les affiches de Denis Sassou Nguesso aux côtés voilà, de l'effigie de Jésus-Christ. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait. Donc, je reviens tout à l'heure vers toi pour qu'on comprenne les conséquences que cela voilà, peut avoir. Alors, Jean-Pierre Claude. Mbouloumboulou. Alors, vous étiez sur le terrain. On va parler du constat. Le constat que vous avez fait après cette observation. Tout à l'heure, j'ai lu quelques témoignages qui, bon, voilà, qui font savoir qu'il n'y avait pas assez d'engouement. D'autres qui disent qu'il y a eu une fraude massive. On a utilisé, certains ont voté 5 fois, 10 fois, avec des cartes d'électeurs, des personnes parfois décédées, voilà, des bureaux de vote où certains membres du PCT, visiblement du PCT, parce que lorsqu'on parle de Faustin Lenga, c'est le président de la, comme ça qu'on appelle ça, la fédération PCT Wenze, si je me trompe. Voilà, donc les membres du Parti congolais du travail qui sont venus intervenir dans les bureaux, voilà, qui ont pris les bulletins. Bon, ça encore, on va chercher à vérifier, mais celui qui m'a envoyé ce témoignage, c'est quelqu'un qui a vécu ça, qui était membre, voilà, dans un bureau de vote. On y reviendra tout à l'heure. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Vous avez dit tout à l'heure un auditeur qui a exprimé sa colère, sa tristesse. Effectivement, le constat, c'est que l'élection présidentielle du 15 mars était autre chose qu'une élection crédible, vraiment. Et notre constat, c'est au fait le taux d'électeurs était très faible, les taux de votants, très, très faible. Et effectivement, nous avons été sur place et nous avons vu que jusqu'à 11 heures, il n'y avait pas assez d'électeurs. Les gens venaient à compte-gouttes et on pensait qu'ils allaient se rattraper vers 14h, 15h. Malheureusement, même à ces heures-là, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Et on s'étonne d'un taux de 84% selon les officiels. Là, Les résultats officiels, oui, oui, 84%, le taux de participation. Vraiment, cela m'étonne beaucoup. Alors, effectivement, les jeunes gens que nous avons contactés, d'abord avant le vote et puis après le vote, avaient ras-le-bol pour le candidat au pouvoir. Pour eux, il était un dictateur et qu'en face de lui, il n'y avait pas de challengers sérieux. Et c'est pourquoi pour eux, ils ne devaient pas aller voter. Et effectivement, le taux a été très faible. Un autre constat, c'est le bourrage des urnes.
des électeurs, surtout jeunes, nous ont raconté qu'on leur avait donné l'argent pour que sur place, ils puissent avoir de la part des complices des gens du pouvoir des dizaines de cartes à remplir et à mettre, à introduire dans les scrutins. Ça, c'était vraiment un peu partout. Que là où nous sommes, nous avons circulé des électeurs qui nous ont parlé de ça, surtout des jeunes. Non seulement le bourrage des urnes, mais il y a eu aussi la corruption. La corruption, en tout cas, était là. Et c'était surtout aussi des jeunes. Ils ont reçu des cartes d'électeurs qui ne leur appartenaient pas et ils ont reçu aussi de l'argent pour qu'ils puissent distribuer auprès d'autres jeunes pour aller voter. Et d'ailleurs, même si les autres jeunes refusaient de voter, on allait auprès du président des bureaux de vote qui acceptait de cacheter ces bulletins-là votés. Et c'est ainsi que les jeunes rentraient auprès de leurs commanditaires pour récupérer l'argent avec des cartes où il est signalé qu'ils avaient voté. Bon, j'ai été aussi témoin personnellement du déplacement des urnes, déplacement frauduleux des urnes. Un véhicule qui nous avons vu était un véhicule qu'on avait utilisé par un des candidats, candidat au pouvoir, je n'ai pas honte à le dire, qui avait utilisé ces véhicules pour la campagne et ces mêmes véhicules, ayant même aussi les haut-parleurs, ce même véhicule est venu dans un centre où nous, on a observé et le véhicule a emporté des urnes. Il a emporté des urnes vers une destination inconnue, certainement pour bourrer les urnes. Et puis, un autre constat, il n'y a pas eu d'affichage des résultats dans les bureaux de vote. Vous savez que la loi demande qu'à la fin du les résultats. Cela peut permettre aux électeurs, cela peut permettre à d'autres citoyens de voir ces résultats-là. Mais dans la majorité des bureaux de vote où nous nous sommes passés, il n'y a pas eu à la fin affichage des résultats pour ces bureaux de vote-là. Voici à peu près le constat que nous avons fait en tant qu'observateurs des votes. Nous avons fait une observation citoyenne. Nous n'avons pas eu le temps d'entrer avec nos amis dans les bureaux de vote, vous le savez, parce que les amis n'ont pas été accrédités. Et nous avons circulé dehors pour parler avec les électeurs et pour parler avec d'autres citoyens. Jean-Pierre Claude Mbouloumboulou, tout à l'heure vous avez dit, vous avez vu un véhicule visiblement appartenant voilà, au camp du candidat au pouvoir, donc Sassou Nguesso, emporter les urnes. Les urnes non dépouillées ou on l'avait déjà dépouillées? Ils ont pris les urnes et les bulletins qui étaient dans ces urnes-là, ils sont partis. Ce n'était pas dépouillé parce que les agents de vote de ce bureau-là, quand ils sont sortis, nous leur avons demandé, mais où vont ces urnes-là? Ils ont dit ils ont récupéré ces urnes-là et ils sont partis avec. Ils nous ont demandé de rentrer chez nous. Nous ne savons pas ce qu'ils vont en faire. Voilà. Alors, une autre précision, c'est le vote des civils ou des militaires qu'on a emporté les urnes comme Donc, ça? ça, c'est le vote des civils. Nous n'avons pas pu participer au vote des militaires. Nous avons traversé juste le jour de la fin de la campagne. Maître Bertrand Meunier-Kounyonga, vous venez de suivre Jean-Pierre Claude Mbouloumboulou en train d'expliquer, en fait, présenter le constat qu'ils ont fait. Vous étiez tous ensemble. Alors, dans ce constat-là, moi, je voulais comprendre un peu quels sont
les irrégularités qu'on peut qualifier de graves, qui peuvent entacher Bon, le scrutin et qui peuvent évidemment conduire à l'annulation d'une élection. bon, ce que Jean-Pierre vient de dire, hein, en tout cas, ce sont des irrégularités très graves, notamment la délocalisation du dépouillement. Parce que la loi électorale est claire, elle dit que le dépouillement se fait sur place dans le bureau de vote. Après avoir dépouillé tous les bulletins, les résultats de chaque bureau sont affichés devant les bureaux. Donc, le fait de prendre les urnes et de les déplacer, ceci constitue une irrégularité grave. D'autres irrégularités graves sont l'ouverture tardive des bureaux de vote et la fermeture précoce. Parce que ça aussi, ça empêche aux électeurs qui étaient empêchés de venir voter. Moi, par exemple, je suis arrivé à 16h45, mais je n'ai pas pu voter parce qu'on me dit que nous avons fermé, on vous a attendu depuis le matin, vous ne veniez pas. Bon, je comprends qu'il n'y avait pas l'engouement et ils voulaient que les gens viennent plus tôt. Mais nous sommes libres de venir jusqu'à 16h48, 16h59. Et j'avais fait exprès de voter en retard parce que je souhaitais être parmi ceux qui devaient dépouiller. Parce que la loi prévoit que le dernier électeur peut participer aux activités de dépouillement. Mais malheureusement, dans certains bureaux de vote, ils ont fermé très tard, très tôt, mais ils ont ouvert aussi très en retard. Il y a le déplacement, bien entendu, comme ce que vient de dire Jean-Pierre, et puis la création parallèle de bureaux de vote. Moi, j'ai suivi quelque part dans un média, quelqu'un témoignait qu'il y avait un bureau de vote dans le siège du PCT à Talangaï. C'est une irrégularité très grave. Et puis, le rejet ou l'agression des délégués des autres candidats. Parce qu'eux, ils doivent être là pour sauver le déroulement du dépouillement. Mais si vous chassez les autres délégués des candidats, eux-mêmes, les candidats, ils ont décrié que dans certains bureaux de vote, leurs délégués ont été chassés. Ce sont des irrégularités graves. Je vais vous lire une disposition de la loi électorale. Article 109-2. On dit ceci. La fraude, le transfert d'électeurs d'une circonscription à une autre, d'un bureau de vote à un autre, la corruption, l'empêchement et la séquestration entachant l'irrégularité des élections peuvent entraîner son annulation s'il est reconnu par la Cour constitutionnelle et que l'irrégularité ont faussé le résultat du scrutin de manière déterminante pour l'élection du candidat. Donc, toutes ces actions ou tous ces actes, les fraudes, les délocalisations des bureaux de vote, des dépouillements, sont des actes qui peuvent entraîner l'annulation de l'élection dans ces bureaux de vote. Et donc, c'est vrai ce que Jean-Pierre vient de dire, mais il n'y a pas que ça. Nous avons aussi assisté en dehors du bureau de vote le dépassement du délai de campagne. Pendant que l'élection, le vote se déroulait, les affiches du candidat de la majorité continuaient à traîner dans les encablures des bureaux de vote. Et même dans toute la ville, vous allez avoir certainement des photos. Le jour du vote, les affiches n'ont pas été retirées. Et le 27, parce que le vote commence le 28, le 27, le candidat de la majorité avait commencé sa campagne à Pointe-Noire. J'ai vu le candidat Manangou, notamment par le trichement de son directeur de campagne, dénoncer cela à Pointe-Noire. Depuis le 27, dans toute la ville de Pointe, il y avait déjà les affiches de campagne du candidat Sassou. Mais là, je vais vous lire une disposition, l'article 128. 129 de la loi électorale, sont punis d'une amende de 300 000 à 1 million toute propagande électorale en dehors de la durée légale des campagnes. Vous voyez? Mais qui est censé appliquer la loi électorale, le respect de la loi électorale, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais je vous signale que le ministre de l'Intérieur est membre du comité central du PCT. Et donc, c'est lui qui devait censé interpeller l'équipe de campagne ou encore le groupement qui était concerné par ces actions et prononcer des sanctions. Vous avez vu que le président Sassou, non seulement a commencé ses propagandes avant, mais avant le lancement officiel, il a pris un jour
avant les autres. Et lorsqu'on a clôturé les campagnes, ces affiches continuaient à traîner dans toute la ville et dans toutes les villes, j'allais dire. Et donc, ce sont des irrégularités graves qui peuvent entraîner euh, des D'accord, conséquences ok. graves. Mais à côté de toutes ces irrégularités graves, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, il y a eu également la coupure, voilà, d'Internet, la téléphonie mobile, sans que les autres candidats, mais même les Congolais, n'aient été informés au préalable. À qui peut-on imputer cette coupure d'électricité? Parce que tout à l'heure, vous avez rappelé le ministre de l'Intérieur, qui est un membre du Parti congolais du travail, et je sais que s'il y a eu coupure d'Internet et de téléphone, c'est sûr et certain que c'est lui qui a donné des instructions. À qui peut-on imputer cela? Bon, mais Christian, vous savez qu'aucune note officielle euh, n'a circulé dans les réseaux sociaux et les sociétés de téléphonie mobile, notamment MTN et RTL, aussi Congo Télécom, n'avaient pas passé un communiqué pour dire que nous avons reçu des injonctions pour couper l'Internet et les appels normaux le jour du vote. Et donc, s'il y a des gens ou bien des sociétés auprès desquelles nous pouvons nous adresser, ce sont ces sociétés de téléphonie mobile et de distribution d'accès Internet, notamment MTN, RTL, Congo Télécom et Canal Box. Ce sont ces sociétés-là que nous pouvons accabler parce qu'il n'y a aucune lettre, aucun décret, aucune note circulaire ou encore aucun communiqué n'a été donné pour dire que l'Internet sera coupé, les appels seront coupés par injonction du gouvernement. Et donc, moi, je pense que l'action peut être portée par les associations des consommateurs parce que ça a créé beaucoup de préjudices aux entreprises qui dépendent d'Internet. Par exemple, Congo Bet, les sociétés de Paris Foot. Il y a des gens qui vivent de Paris Foot tous les jours. Non, mais Ils misent évidemment, il y sur a un beaucoup de match. Congolais aussi qui aujourd'hui vivent d'Internet parce qu'ils ont des petits boulots qu'ils font. S'il n'y a pas Internet, ils ne peuvent pas le faire. C'est le nouveau monde. On peut pas, on peut plus s'en passer de, on peut plus se passer d'Internet. Ça, tout le monde le sait. Et nous sommes Voilà. à l'ère où tout le monde est en train de, voilà, d'aller vers, comme qui, encourager les formations sur l'intelligence artificielle. Et donc, on comprend bien la place de l'Internet dans une société moderne. Je vais m'adresser à Jean-Pierre Claude Mbouloumbouloum. Lorsqu'on a coupé Internet, quelle implication sur le scrutin? Bon, il y a une sérieuse implication sur le scrutin, Monsieur Perrin, parce que les électeurs, pour aller, ils doivent peut-être échanger des positions entre eux. Ils doivent se parler, ils doivent se convenir. Hein? Mais comme ils sont pas souvent à un même endroit, ils devaient utiliser le téléphone. Vous voyez? Et puis, ça, c'est vraiment un manque de respect pour les électeurs. C'est vraiment un manque de respect. Et personnellement, je pense que cette coupure-là ou ces histoires qu'on fait comme ça c'est de l'Antiquité. C'est vraiment de l'Antiquité. En notre temps, dans ces temps modernes, il faut laisser les gens se parler. Il faut laisser les gens utiliser les médias. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce coupure des... Merci. Et donc, on peut également comprendre que couper Internet a empêché certains candidats de surveiller de manière indépendante, bien entendu, le déroulement de ce scrutin. Maître Bertrand Meunier Kounyanga, une fois qu'on a identifié toutes ces irrégularités aussi graves telles que vous venez de le démontrer, qui a qualité d'ester en justice ou j'allais dire le demander l'annulation de cette élection? Ce sont les candidats. Seulement les Les candidats. candidats, les candidats ont qualité de demander l'annulation. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, la Cour constitutionnelle est en train d'examiner la requête introduite par Dave Mafoula, aujourd'hui samedi, hein, en tout cas samedi 28, je pense. Ce sont les candidats
nantis de leurs preuves parce qu'ils doivent rassembler les preuves aussi. Ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des résultats. Mais les autres fautes ou les autres délits commis en période électorale, c'est le juge du droit commun qui est compétent pour se saisir. Notamment les violences et voies de fait, c'est le juge de droit commun. Mais tout ce qui est irrégularité électorale, c'est le juge constitutionnel en ce qui concerne l'élection présidentielle. Et donc, le juge va examiner dans le fond les allégations présentées et les moyens présentés par le candidat qui l'a saisi. Si le candidat se trouve être nanti de beaucoup de preuves et que ces moyens peuvent être reçus par le juge, eh bien, le juge pourra lui donner raison. Mais dans le cas du Congo, je pense que c'est même pas imaginable qu'on puisse saisir la Cour Oui, constitutionnelle. évidemment. Vous dites que dans le cas du Congo, c'est même pas imaginable. Évidemment, ma question, c'est de savoir, parce que il est de notoriété publique au Congo que ceux qui ont participé à cette élection en l'état, bien sûr, sachant qu'il y aurait tricherie, les conditions de transparence n'étaient pas garanties, ils y sont quand même allés. Donc, ceux-là, bon, l'opinion congolaise, hein, ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez le vérifier, estime qu'ils ont trahi, en fait, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, et donc on ne peut pas compter sur eux. Ça, c'est leur point de vue. OK. Maintenant, si il n'y a que les candidats qui peuvent rester en justice ou qui peuvent demander l'annulation de ce scrutin, à ce moment-là, la population dont on a souvent mis en avant le droit de vote, les Congolais, n'ont rien à faire là-dedans, ne peuvent pas demander l'annulation, ne peuvent pas, par exemple, manifester, pourquoi pas faire voilà, des marches pacifiques. Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, comment ça devrait s'organiser? Bon, ben ça, c'est d'autres voies qui sont des voies extrajudiciaires, notamment en signant des pétitions, en organisant des manifestations autorisées. Ceci peut entraîner aussi les autorités à convoquer un dialogue, décider d'annuler les élections, mais ça, c'est par la clameur publique. Ce ne sont pas des Oui, mais recours qui devrait judiciaires. organiser ça? Quand on dit clameur publique, mais ça doit démarrer quelque part, il doit avoir un leader, il doit Oui, avoir... Or, la bien, plupart des leaders qui se sont présentés, je vais terminer par là, personne de ceux qu'on connaît là ne peut évidemment tenir tête à, voilà, à Sassou Nguesso dès lors que, bon, après, il y a des indiscrétions comme ça, je ne veux pas verser dans, voilà, dans la diversion, comme qui dirait, mais visiblement, aucun candidat ne peut aujourd'hui réclamer formellement l'annulation de cette élection à la... Je peux me tromper, mais c'est encore là une diversion, c'est de la comédie, nous savons comment ça se passe au Congo. Ça va se terminer par, bon voilà, on a rejeté le recours, et puis voilà, les autres. Les résultats officiels ne vont pas changer, ça tout le monde le sait. Mais moi, je reviens sur euh, la mobilisation populaire, sur le droit des Congolais, puisqu'on nous dit en démocratie, encore si on peut se le permettre, le pouvoir appartient au peuple. Or, le peuple, apparemment, lorsque j'ai suivi Jean-Pierre Claude Mbouloumboulou, le peuple a rejeté, mais vraiment a boudé cette élection, massivement. Ça veut dire que ce même peuple a le droit aussi, la possibilité d'inverser les choses pour dire, bon, nous n'avons pas voté parce qu'il n'y avait pas les garanties de transparence. Et curieusement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez inversé les résultats. Et vous nous démontrez que nous avons voté à 94%, 94,82%. C'est une insulte pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour vous dire et vous montrer que nous ne sommes pas d'accord, nous, ben, on va marcher pour dénoncer cela. Que... Ce sont des recours ou des voies informelles. En dehors de la mobilisation populaire, l'armée peut prendre ses responsabilités ou dans le cas contraire, la population peut se mobiliser pour contraindre aux autorités publiques de s'asseoir, de convoquer un dialogue. Je dis, quand je parle des autorités, c'est ceux qui ont les manettes du pouvoir, de comprendre que le pouvoir est devenu ingouvernable, il faut qu'on s'asseye. À ce moment-là, ça peut être le ministre de l'Intérieur qui convoque un dialogue, en tout cas un vrai dialogue,
avec toutes les forces vives de la nation, notamment la société civile, l'Église, les partis de l'opposition, pourquoi pas encore certains diplomates qui sont accrédités au Congo, de s'asseoir et de refaire le jeu. Donc, mais ce sont des faits qui sont un peu rares. Généralement, lorsque ça n'a pas marché, les populations se mettent dans la rue et le pouvoir tombe dans la rue. Jean-Pierre Claude Mbouloumboulo, vous avez une réaction sur cette question? Oui, je comprends que Maître Bertrand est ras-le-bol jusqu'au point de vouloir l'intervention des militaires. Mais personnellement, ce n'est pas une bonne solution. Les jeunes militaires, on envoie en Afrique, on sait ce qu'ils font, c'est de la dictature, ils ne respectent pas leur population. Mais je voulais dire que dans tout ceci, les conséquences au fait, c'est quoi? C'est le manque de légitimité. Les dirigeants vont être au pouvoir sans légitimité et ils vont diriger, ils vont gouverner par défi et ils ne seront pas suivis par les peuples. Et c'est pourquoi, personnellement, en tant qu'observateur indépendant venu d'un autre pays, je souhaiterais que la société civile de la République du Congo puisse se renforcer en matière de mobilisation de la population, qu'elle puisse vraiment mobiliser la population pour la défense de ses droits. Oui, à travers, comme l'a dit Maître Bertrand, à travers des sit-ins, des marches pacifiques, à travers des dénonciations. La société civile doit éduquer la population à réclamer ses droits. Il doit éduquer la population à descendre même dans la rue si leurs droits sont violés. C'est ce que oui, mais dans le cas, pardon, Jean-Pierre Claude Mbouloumboulo, dans le cas du scrutin qui vient de se dérouler au Congo, au Brazzaville, tout le monde est d'accord de dire qu'il y a eu une abstention massive. Les Congolais n'ont pas voté. Vous l'avez démontré. Il n'y a pas eu d'engouement. Et certains parleraient même d'un taux de participation de moins de 10%. Or, la loi voudrait qu'à ce niveau-là, que le scrutin soit annulé. Bon, on a un pouvoir sur place qui ne peut pas annuler parce que de toute façon, c'est un pouvoir qui sait qu'il ne pourra jamais, jamais gagner une élection transparente. Donc, en sorte, la victoire du peuple congolais vient d'être volée. Que doivent faire les Congolais pour protéger leur victoire, pour réclamer leur victoire d'abstention, c'est-à-dire l'annulation de cette élection? Mais les Congolais doivent descendre dans la rue. Les Congolais doivent descendre dans la rue et affronter le dictateur. Je crois que c'est ça ma réponse. Bertrand Meunier-Koudianga, vous bon, malheureusement, Jean-Pierre, qui tout à l'heure a fustigé mon opinion lorsque j'ai dit que généralement, quand c'est comme ça, le pouvoir tombe dans les mains de l'armée, revient toujours sur la mobilisation. Mais il faut constater que c'est de notoriété publique. Hein. Ça date de Mathusalem. Lorsque la population se mobilise, si le pouvoir tombe, la première personne qui reprend le pouvoir, c'est l'armée. Pour remettre de l'ordre, oui, bien sûr. Généralement, c'est l'armée qui reprend pour remettre la discipline. C'est pourquoi moi, je prends le dialogue. Le dialogue, c'est la meilleure voie de sortie de la crise de légitimité. Aujourd'hui, c'est vrai que le pouvoir n'est plus légitime. Vous allez constater que tous les administratifs brillent par des actes de sabotage. Pourvu qu'on nomme une personne à un poste, la première des choses, c'est de voler. Parce qu'il sait que le pouvoir peut partir à un moment ou à un autre. Le pouvoir n'est pas légitime. Donc, on profite du temps qu'on lui donne de voler de l'argent. Vous allez remarquer que dès qu'on a nommé une personne au poste important, la première chose, c'est de faire la fête. Et ce sont des associations qui vont se créer à son nom. Association des ressortissants de tel coin, association des ressortissants de telle femme. Parce qu'ils savent que le monsieur va voler et nous devons profiter derrière lui. Tout ça, c'est le reflet ou encore la manifestation du manque de légitimité. Et donc, la meilleure solution pour moi, c'est le dialogue. Il faut que le pouvoir reconnaisse que nous ne sommes plus légitimes et tel que nous partons, nous risquerons de perdre le contrôle de ce pouvoir. Et si ça tombe dans les mains de l'armée, nous aurons encore des décennies et des décennies pour remettre le pays dans les rails.
C'est pourquoi moi je prends pour le dialogue qu'on remette les jeux en marche et qu'on redéfinisse les règles du jeu et qu'on parte dans une élection libre, démocratique et transparente où les Congolais voteront eux-mêmes la personne qu'ils auront choisie. Voilà un peu mon point de vue. Merci beaucoup. On est à la fin de cette émission. Je vais vous laisser donc le temps qui nous reste pour conclure, évidemment, sur j'allais dire, les perspectives, mais aussi quelle alternative, puisque bientôt là, on va parler des législatives. Bon, encore que les Congolais ont-ils capitulé? Vont-ils manifester pour commencer à boycotter, évidemment, ce pouvoir, rendre le pouvoir ingouvernable, parce que ça aussi, c'est une méthode, hein, c'est un combat qui peut se mener pour empêcher ce pouvoir qui vient d'usurper, voilà, j'allais dire leur victoire de continuer. Quelle recommandation, maître Bertrand Meunier-Kounyanga? Bon, la recommandation, je reste constant en disant que je demande aux acteurs, les vrais acteurs politiques de l'opposition, de continuer à militer pour obtenir un dialogue. Je demande aussi au pouvoir d'être flexible, que ce pouvoir s'asseye avec les autres. Parce que l'opposition ne veut pas dire ennemi. Les autres ne sont pas vos ennemis. Et les autres veulent aussi du bien-être des populations, du bien-être des Congolais. Essayez de vous asseoir. Le signal fort que les Congolais ont envoyé illustre que le mal est très profond. Il faut que les Congolais s'asseyent pour identifier les maux qui minent notre société et aller à un vrai dialogue, organiser les vraies élections, afin qu'on ne fasse pas la chasse aux sorcières si par extraordinaire le pouvoir venait à leur échapper. Voilà un peu ce que je peux dire, Christian, à l'état actuel des choses. Demander le dialogue simplement. Et pour les candidats qui se sont présentés à cette élection, nos frères, moi je leur demande d'arrêter la farce. En tout cas, les voix se sont élevées pour leur dire... Non, mais peut-être qu'ils sont sérieux dans leur démarche. Vous leur dites d'arrêter la farce, pourquoi? Ils peuvent être sérieux, mais ne pas être dans la logique. Ils sont sérieux, ils ne sont pas logiques. Le cadre d'organisation des élections sautait à l'œil. On leur avait dit que l'élection ne sera pas libre, démocratique et transparente. Depuis des actes préparatoires, ils n'ont pas été associés, notamment dans la révision des listes électorales. Aucune personne de la chaîne n'a participé. Aucune personne de Gavé n'a participé. Aucune personne de Manangou n'a participé à ce processus de révision des listes électorales. On n'a pas pu gérer le contentieux des listes électorales. Il fallait attendre que les gens viennent identifier leur nom sur les listes électorales. Au cas où il n'y a pas de nom, qu'ils fassent des réclamations. Cette étape n'a pas eu lieu. On est passé directement à l'ouverture de la campagne électorale pendant qu'un candidat était déjà en campagne électorale. Donc, ils n'ont ni la maîtrise du corps électoral, aussi bien civil que militaire, ni la maîtrise de la CNI, la Commission électorale indépendante. Ils n'ont pas de membres là-bas et cette CNI n'est pas indépendante. Vous voyez que vous partez dans une électorale que pour du beurre. Ils sont allés jeter de l'argent, 25 millions. C'est où on se demande, est-ce que, en tout cas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les a donné ces 25 millions? Parce que moi, avec le trait de vie des Congolais ou le trait de vie que mènent ces candidats, je ne pense pas qu'ils puissent aller mettre 25 millions et se taire aujourd'hui. D'aucuns sont des professeurs d'université. On sait que l'université Mariam Wabi est à quelques mois sans salaire. On ne peut pas aller mettre 25 millions et se taire aujourd'hui, même pas un recours. On a vu notre frère Gavé, il s'est contenté à demander le dialogue. Mais le dialogue, il pouvait le demander avant les élections. On dit qu'annulant l'élection, le cadre ne permet pas d'aller aux élections. Allons-y au dialogue. Il a d'abord participé et mettre les charrues avant les bœufs. Et c'est valable pour les autres candidats, Angios Ngangwe Ngambe, qui n'a pas fait les campagnes, mais qui était le premier à aller déposer la candidature. Et à la fin, il n'a pas fait la campagne. Et on est tenté de dire que tous étaient simplement des accompagnateurs du candidat Sassou, qui avaient peur que les vrais candidats se présentent et se retirent à la dernière minute. Donc, il fallait prendre les menus frétés qui devaient l'accompagner. Et ils l'ont accompagné, donc ils cessent d'embrouiller le peuple. Le peuple sait ce qu'ils sont. Et désormais, on n'aura plus besoin d'eux. Christian, moi, je voulais revenir sur
sur l'élection législative qui se profile à l'horizon, Oui. on ne doit pas se leurrer. S'il y a eu un taux d'abstention très élevé pour l'élection présidentielle, forcément, ça ne sera pas pareil pour l'élection législative. Parce que pour les élections législatives, ce sont des députés des circonscriptions qui viendront à la rencontre de leurs électeurs. Et les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc, Oui. bien évidemment, le taux d'abstention pourrait exister, mais pas à l'échelle nationale telle que ce que nous avons vu. Les gens iront quand même voter. C'est pourquoi il est opportun aujourd'hui que les gens continuent à maintenir la pression pour pousser aux autorités publiques d'accepter le dialogue ou de convoquer le dialogue afin que toutes les forces vives de la nation s'asseyent et parlent ensemble la République. Voilà, de Merci. toute façon, tout le monde le sait, hein, tout le monde ou presque le sait, qu'on n'organise pas, une dictature n'organise pas une élection pour la perdre. Et puis, on ne peut pas parler d'élection dont, j'allais dire, une dictature, c'est même impropre, parce que, bon, quelle élection? Parce que lorsque nous disons élection, après, il faut qu'on se pose la question, c'est quoi une élection? De quelle élection on parle? Sous quel régime? Mais moi, je dis et je répète, sous une dictature, il n'y a aucune élection transparente, fiable, équitable et crédible. Ça n'existe pas. Merci Jean-Pierre Claude Mouloumboulou, merci Maître Bertrand Meunier Kounyanga d'avoir été avec nous sur R7 pour nous avoir évidemment nous avoir partagé votre observation citoyenne, bien entendu. Vous avez dit que vous n'aviez pas d'accréditation, mais vous vous êtes arrangé à, voilà, à circuler, à observer, à regarder ce qui s'est passé. Bon, après, ça se comprend pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné des accréditations, parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de préparer. Maintenant, la balle est dans le camp des Congolais, du peuple congolais, car le pouvoir appartient au peuple. Je m'arrête là. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.